Eh ben, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement. Donc, comme l'a dit Franck, donc je m'appelle Maxime Mathis, je suis monteur depuis. J'ai fini les études en 2011, donc ça fait longtemps, mais je suis d'abord passé par la case assistante à montage, et là, ça va faire 4-5 ans que je suis passé chef monteur. Je voulais vous parler aujourd'hui de montage, et en fait, je voulais prendre l'exemple d'un film assez particulier qui est un film un peu hybride, qui va mélanger fiction et documentaire, justement. Le film s'appelle La Voix de Intrajab. Donc je ne sais pas si certains l'ont vu déjà en salle ou pas du tout. Ouais, si quelques-uns, ouais. Donc pour remettre dans le contexte, le film en fait relate une histoire vraie, donc qui s'est passée le 29 janvier 2024, où une petite fille palestinienne de 5 ans, de 6 ans, s'est retrouvée coincée dans une voiture à Gaza, entourée par l'armée israélienne, et a réussi à entrer en contact avec le Croissant Rouge, qui est un peu l'équivalent de la Croix-Rouge française, afin de leur demander de l'aide pour qu'ils puissent lui envoyer une ambulance et venir la chercher. Bien évidemment, ce n'est pas si simple à Gaza, malheureusement. Et pour envoyer l'ambulance, ils vont mettre plus de 3 heures à pouvoir coordonner l'envoi d'une ambulance. L'appel téléphonique a été entièrement enregistré et le film suit exactement l'appel téléphonique. C'est-à-dire que la base du film, c'est l'appel téléphonique de la petite fille. Et justement, on utilise le vrai appel, le vrai enregistrement de la petite fille dans le film. Donc c'est pour ça qu'on va mélanger en fait entre guillemets la reconstitution avec des acteurs d'un côté et la voix réelle qui a été récupérée de l'enregistrement téléphonique. Avant de vous parler concrètement de montage, en fait, j'aimerais bien vous parler justement déjà dans ce cas particulier du film de comment en fait ils ont tourné ça. Parce que dès le tournage, ça a été une vraie question, cette histoire d'utiliser la vraie voix. Donc le film était en huis clos entièrement, qui va se passer uniquement au téléphone. C'est-à-dire qu'on est uniquement du point de vue des agents de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, pardon, et on va rester au téléphone et on va entendre la conversation téléphonique avec la petite fille. Ce que voulait la réalisatrice dès le départ, c'était en réalité retrouver la plus grande authenticité possible. Par exemple, au scénario, les acteurs, eux, n'avaient pas la voix et les dialogues de la petite fille sur le scénario. C'est-à-dire que c'était vraiment pour qu'ils puissent les découvrir en temps réel au moment du tournage. Et au moment du tournage, justement, ils étaient tous équipés de casques, vu que tout se passe au téléphone avec des casques. Et un ingénieur du son était là spécifiquement pour envoyer à un rythme qui correspondait à celui qui avait été établi avec la réalisatrice avant, mais aussi selon le jeu des acteurs, à chaque fois les phrases de la petite fille que les acteurs du coup découvraient en temps réel dans les rushs. Bon, bien évidemment, passé la première prise, la surprise n'est plus là, mais malgré tout, l'impact émotionnel reste. C'est-à-dire qu'ils ont pu avoir un peu ce vécu d'assister en direct aussi à l'appel téléphonique de la petite fille, comme si elle leur parlait directement. Se pose du coup ensuite la question du montage, c'est-à-dire que nous, on arrive, on reçoit ces images un peu hybrides. J'aimerais déjà vous dire comment je travaille habituellement en fait en montage et un peu la conception que j'ai du montage au départ. Pour ceux qui étaient déjà à la conférence que j'avais fait, c'est vrai que, comme je dis, moi j'aime parler du montage non pas comme d'une écriture, mais comme d'une traduction. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on va réinventer, où on va écrire une nouvelle fois l'histoire, mais au contraire, on va essayer de comprendre la pensée initiale et les intentions initiales qu'avait le scénariste, le réalisateur ou la réalisatrice au moment du scénario, et avec les images qu'ils ont tournées, qu'on peut utiliser, qu'on peut réfléchir comme des mots, c'est-à-dire c'est comme si au moment du tournage, ils avaient enregistré plein de mots. Nous, au montage, on récupère un dictionnaire, et avec ce dictionnaire, il va falloir trouver la grammaire, la syntaxe pour créer une langue. La langue qui va être la langue du film, qui va être la langue qui va permettre de traduire les intentions et les émotions que le réalisateur voulait au départ.
Pour ce faire, c'est-à-dire qu'habituellement, quand je récupère les rushs, je vais non pas poser et préétablir ce que devrait être le film, c'est-à-dire me dire tiens, c'est une comédie, il va falloir que je coupe vite, ou c'est une fiction, un drame, il va falloir plutôt tel type de montage, mais au contraire me dire je vais recevoir exactement l'émotion brute telle que je vais la voir en regardant le rush. Et ça va induire ensuite comment je vais réfléchir et comment je vais agencer le film. La faille, on va dire, dans cette méthode, c'est que ça peut fonctionner quand on reçoit uniquement des éléments de fiction. À partir du moment où je vais recevoir un élément réel, hein, un élément qui en lui-même contient déjà toute une histoire et un ressenti qui a réellement existé, c'est vrai qu'il y a un biais et une émotion qui préexistent. Et ça a été un peu le souci, on va dire, quand j'ai reçu les rushs, c'est-à-dire que la voix de cette petite fille, bien évidemment, quand on l'écoute pour la première fois, connaissant l'histoire, on ne peut qu'être dévasté par l'entente de cette voix. Par contre, le gros souci qu'on a eu, c'est qu'une fois mise en fiction, cette voix disparaissait complètement. Ce que je vais vous proposer, c'est de voir en réalité une première version de montage d'une séquence du film. C'est la séquence une fois que le personnage de Omar va prendre pour la première fois contact avec Anoud Intrajab au téléphone. Cette première séquence de montage, elle respecte à peu près à la lettre à la fois ce qui s'est passé en réalité et aussi du coup le scénario et les intentions de base. Je vais vous montrer cette séquence et on va parler à partir de là justement de quelles sont les réflexions de montage qu'il faut qu'on ait et comment on peut réfléchir et penser le montage avec ces éléments hybrides. بعت عمها رسالة بحكي إنه في بنت عمرها 6 سنين لسه متخبي جوا السيارة. طيب رن عليها. عمر يلا انت متدرب وعارف شو تعمل. خد نفس ورن عليها يلا. عمو مرحبا. انا مروحة. طب عمو ركزي خليكي معي. بدي تحكي لي شو صار عندك خلص. الو شو؟ انت متخبية؟ الو انت تخبي انت وين موجودة بالضبط؟ انت في السيارة قاعدة؟ دور على مهدي. طب تخبي تحت الكراسي ما تبيني من مرة. امك وابوكي وين؟ طب خليكي طيب وبرجع برن لك كمان شوي. طب تخبي انت وبرجع برن لك كمان شوي. طب انت خليكي ما تتحرك من محلك، لو شو ما صار ما تطلعي برا السيارة. خليكي مع الخط. شو اسمك انت؟ الو شو اسمك؟ مش سامع ايش اسمك. انا اسمي عمر. انت ايش اسمك؟ هنود. طب شو اسم اختك؟ طب اختك وين؟ طيب باجي باختك بس اختك وين؟ مهدي. عمر في بنت عمرها 6 سنين لسه متخبي جوا السيارة. بنت عمرها 6 سنين متخبي بالسيارة؟ والباقي؟ البقية شو اسمه مش عارف. هي بتقول انها هي لحالها بالسيارة، هي معي على الخط. مين اللي معك الخط؟ هي البنت. هي من دار حمادة يا عمر؟ هنود. انت شو اسم العيلة؟ شو اسمك الكامل؟
رجب حماده. طيب يلا ماشي. عمر خليك معها. عمر هنود انت لسه جوا السياره صح؟ تعطينا تفاصيل هنود عندك عشان أبدأ. طيب خليك جوا السياره. مهدي عمر، في تطورات عندك؟ عم بستنى تفاصيل الطواقم المتاحة. بس ما فيش معها وقت، بينفع تتصل عليهم بسرعه؟ عمر، ما راح يفيد إذا بتصل عليهم كمان مرة. هن لازم يجمعوا المعلومات وبعد ما مرقوا لي إياها. هنود خليكي ثواني مع الخط بس برجع لك. Donc voilà, c'est la première version de montage qu'on a pu avoir de la séquence. Bon, c'est la séquence 4 du film, ça on s'en fout. Mais c'est donc le premier contact entre nos personnages et Hanout. Et là, on va devoir se poser plusieurs questions. C'est-à-dire que ici, nous avons à la fois le respect des intentions premières de la mise en scène, mais aussi et surtout le respect de la réalité. Par contre, on voit qu'on a beaucoup de soucis. Des soucis qui sont purement des soucis de montage. C'est-à-dire qu'on a une surcharge d'informations qui nous empêche en réalité d'accéder aux émotions, qui nous empêche d'accéder à ce qui se passe concrètement, et on est un peu perdu, on est un peu sur beaucoup trop d'informations en même temps. Et donc va se poser la question de comment traiter justement la réalité, comment traiter cette matière qui est censée être respectée à la lettre pour qu'on puisse conserver la véracité des événements. Et à partir de là, il s'est posé du coup une grande question, c'est est-ce que la fiction, au contraire, ne peut pas nous permettre justement de donner un peu plus de résonance à la partie documentaire du film. Et si on commence à réfléchir justement à ces éléments, non plus en termes de documentaire, en termes d'éléments réels, mais qu'on prend tout en termes de fiction, c'est-à-dire comme si même la voix de la petite fille était un élément de fiction, on va pouvoir en fait se libérer et justement pouvoir reconstruire le film afin d'utiliser tous les outils de la fiction pour faire ressortir cette véracité. Se pose la question de à quel moment on va cependant par contre trahir la réalité. Donc ça c'est vraiment la question qu'on s'est posée tout le long du montage. Toute l'entièreté du montage, on s'est toujours posé la question de quand est-ce qu'on va trop loin, quand est-ce qu'on ne va pas assez loin. Je vous propose de vous montrer du coup tout de suite la version définitive de cette version de montage afin qu'on puisse du coup un peu parler et qu'on puisse voir justement tous les choix qu'on a faits et comment on a évolué et les réflexions qu'on a eues entre les deux. رنا تعال تعال. ايش في عمر؟ بعت عمها رسالة بحكي إنه في بنت عمرها 6 سنين لسه متخبي جوا السيارة. طيب رن عليها. عمر يلا انت متدرب وعارف شو تعمل. خد نفس ورن عليها يلا. أنا مرافقة. عمو مرحبا. طب عمو ركزي ركزي خليكي معي، بدي تحكي لي شو صار عندك. خلص الو
شو؟ انت متخبية؟ الو الو شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ مش سامع اسمك، احكي لي. انا اسمي عم عمر، وانت؟ انت ايش اسمك؟ هنود. طب شو اسم اختك؟ طب اختك وين؟ طيب باجي باختك، بس اختك وين؟ بعدين عمر، في بنت عمرها 6 سنين لسه متخبي جوا السيارة. بنت عمرك 6 سنين متخبية بالسيارة. اه والبقية؟ البقية شو اسمه مش عارف، هي بتقول انها هي لحالها بالسيارة، هي معها على الخط. مين اللي معك على الخط؟ عزايل بنت. امبارح ماذا يا عمر؟ ايه هنود. انت شو اسم العيلة؟ شو اسمك الكامل؟ هند رجب حمادة؟ طيب يلا ماشي. رنا طب تخبي تحت الكراسي، ما تبيني من مرة. خليك ما تمام؟ امك وابوكي وين؟ طب خليكي انت، خليكي طيب، وبرجع برن لك كمان شوي. مهدي، عمر، في تطورات عندك؟ عم بستنى تفاصيل طواقم الإنقاذ المتاحة. يا اخي ما فيش معها وقت، بحياتك احكي معهم بسرعة. عمر، ما راح يفيد إذا حكيت معهم كمان مرة، لازم يجمعوا المعلومات وبعدها بمرقوا لي إياها. هنود حبيبتي خليكي ثواني معي على الخط بس برجع لك. Donc la grande logique entre les deux versions de montage, ça a été dans un premier temps justement la hiérarchisation et la distillation des informations. Vous voyez que c'est un peu ce qu'on a changé profondément et radicalement entre les deux versions de montage, c'est comment on a fait passer les mêmes informations dans une version de montage et dans une autre. Les éléments en soi sont les mêmes, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a l'appel de la petite fille, on a les mêmes questions du personnage et on a ce personnage qui reste à un moment seul avec elle au téléphone. Sauf que entre les deux versions, là où on s'est vraiment posé des questions, c'est non plus quels sont les enjeux dans la réalité, mais quels sont les enjeux du personnage, quels sont les ressentis du personnage, et du coup, comment retranscrire ça, comment transmettre ça au spectateur. C'est pour ça que la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'il va falloir mettre en avant cette voix. Cette voix qui est un élément central, qui est l'élément le plus important de la séquence et qui est l'élément émotionnel sur lequel repose tout le film et qui est le lien avec lequel on veut avoir, comment la faire exister. On a eu cette idée du coup des panneaux, de se dire, ben voilà, déjà en mettant un carton, en la faisant, en lui donnant son propre plan. Donc c'est un plan qu'on a entièrement créé, qui n'existait pas au tournage, mais qui nous a permis justement de donner aussi à cette voix une image. C'était un peu la faiblesse à laquelle on se confrontait avant ça, c'est que chaque personnage ayant une image, on pouvait s'attacher à eux, on pouvait les voir, les voir se déplacer, voir leurs émotions. La voix, par contre, on ne pouvait pas lui donner cette chance-là, malheureusement, parce que justement, nous n'avions qu'un élément sonore. Et donc, il a fallu trouver comment lui donner un espace aussi à l'image. C'est pour ça que sont venues ces idées des waveforms, de montrer l'expression et de montrer physiquement cette voix à un moment à l'écran. L'autre chose, ça a été aussi, donc, comme je disais, de distiller les informations. C'est-à-dire que, par exemple, on peut voir le départ que voulait faire donc le personnage de Rana, cette jeune femme au début,
où à partir du moment où Omar a la petite fille au téléphone, elle a fini son travail, elle pouvait partir. Mais Omar, lui, ne pouvant pas rester seul avec elle au téléphone, étant trop stressé, trop angoissé par cela, lui demande de rester. Dans les faits réels, ce qui s'est vraiment passé, c'est ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire que c'est dès que Hanoud a décroché que Rana a voulu partir et Omar l'a retenu. Le problème qu'on avait avec ça, c'est que justement, la surcharge d'informations nous empêchait de savoir sur quoi nous concentrer. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait qu'on se concentre sur la voix qu'on découvre, qu'on vient d'entendre, ou sur ce qui se passe dans l'image qu'on est en train de regarder. Et décorréler les deux, toujours se dire à quel moment est-ce que je mets l'emphase sur l'image et donc sur la narration visuelle, ou à quel moment je vais mettre l'emphase sur la narration sonore, sur ce que j'entends. C'est ce qui nous a permis, en décorrélant les deux, de nous faire avancer, de nous faire... de nous permettre en fait de créer un lien entre les personnages et la petite fille et la voix. Et comme je vous disais, cependant, ça nous oblige en réalité à casser quelque chose qui est d'utiliser le plus fidèlement possible en fait l'élément documentaire. C'est-à-dire que quand vous voyez cette dernière version de montage, vous voyez qu'on a dû retravailler le dialogue, retravailler l'ordre des informations telles qu'elles apparaissaient. Pareil, quand le personnage se retrouve seul, quand le personnage de Omar se retrouve seul, on l'a mis beaucoup plus tard dans cette nouvelle version. Parce que quand il se retrouvait seul dès le début, on n'avait pas le temps, nous, en tant que spectateurs, d'avoir intégré, d'être rentré dans cette conversation et dans les enjeux de téléphone. Le fait de le mettre plus tard, ça nous permettait en réalité d'être plus proche de ce qu'avait ressenti le personnage, de ce qu'avait ressenti j'allais dire l'acteur, mais c'est pas l'acteur, au contraire la vraie personne dans ce qui s'était passé. Ce sentiment d'être totalement désemparé, d'être impuissant et de ne pas savoir quoi dire. Nous, en tant que spectateurs, dans un film de fiction, on ne peut pas l'avoir dès le début. Là où dans la réalité, c'est vrai que ça peut arriver beaucoup plus tôt. Et du coup, la trahison devient nécessaire. Le fait de trahir la réalité, de trahir le réel, devient nécessaire et devient au contraire une façon, et c'est pour nous ce qui a été la meilleure façon pour faire résonner la réalité, c'est de la trahir, pour la remettre avec des outils de fiction dans les émotions qu'on voulait traduire. Bien évidemment, tout ça s'accompagne sur ce film-là particulièrement aussi d'un engagement politique. C'est-à-dire que l'idée de la trahison de la réalité, pourquoi on a voulu trahir la réalité, quelles ont été les intentions, c'est que ce que cherchait à faire la réalisatrice, ce qu'on a cherché à faire à travers le film, ce n'était pas simplement une reconstitution du réel, ce n'était pas simplement une intention de documenter ce qui s'est passé. Mais au contraire, l'intention dès le départ a été de faire entendre ce que personne n'avait entendu, ce que personne ne voulait écouter. Et c'est ça qui change aussi tout. C'est ça aussi qui a changé l'angle, justement, comme je vous disais tout à l'heure, de voir le montage comme une traduction. C'est ça qui a changé l'angle de traduction du montage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que l'on souhaite, c'est faire entendre et donner à écouter, l'idée de mettre la voix le plus possible en avant et de réfléchir le plus possible à comment entendre cette voix et comment lui donner le plus de résonance possible, a changé totalement les outils qu'on allait devoir utiliser, a changé totalement la conception qu'on pouvait avoir du film. Avec toujours, encore une fois, cette réserve de à quel moment la trahison devient trop grande, à quel moment la trahison devient manipulation, devient justement un outil qui, au lieu de donner une caisse de résonance, va influencer un peu trop grandement l'émotion qu'on va transmettre.
sur ce terrain-là, justement, ce qui a été intéressant, c'est dans le travail avec la réalisatrice, c'est qu'on s'est un peu chacun, de manière assez naturelle, posé dans un camp, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai essayé de lui apporter le plus possible les outils de fiction, les outils qui permettaient de rajouter de l'émotion, de faire ressortir la voix, de faire ressortir des éléments fictionnels, là où la réalisatrice, elle, se posait plus en garant du documentaire, de la réalité, de ce qui s'est passé. Ce qui nous a permis d'avoir, à notre sens en tout cas, l'équilibre le plus juste possible entre ce qu'on pouvait modifier de la réalité et ce qu'il a fallu conserver de la réalité. Le dernier aspect justement que je voulais voir avec vous avant de vous laisser aussi la parole, parce que j'aimerais bien interagir avec vous justement typiquement sur ce genre de film, c'est aussi la construction des personnages. La construction des personnages, justement, se fait à travers donc, ces éléments de montage. Et donc, il a fallu aussi réfléchir à comment construire les personnages, comment construire une relation avec Anoud. Et c'est pour ça que la première idée que l'on a eue, la première réflexion que l'on a eue, c'est afin de présenter un personnage, le meilleur moyen de présenter un personnage, c'est par lui demander son nom. C'est ce qui a motivé en réalité cette modification du dialogue de la petite fille, et de se dire plutôt que commencer par ce qui a été fait dans la réalité, c'est-à-dire des réflexes de secouriste, de demander à la petite fille de se cacher, de se mettre sous un siège, d'éviter de regarder par la fenêtre, etc. Au contraire, nous, on s'est dit, c'est vrai que la meilleure façon de présenter quelqu'un, c'est d'avoir son nom. Et donc, si on commençait au contraire par le moment où le personnage demande le nom à la petite fille, c'est ce qui permettait aussi au spectateur d'avoir un premier lien, d'avoir aussi un nom à cette voix et d'avoir du coup un attachement. C'est vraiment des questions de montage qui restent, qui sont aussi, qui sont transversales entre la fiction et le documentaire. C'est quel est l'enjeu, quel est quelle est la hiérarchisation justement, comme je disais, des informations. Et donc du coup, le lien avec la petite fille, encore une fois, et la création de ce personnage était le plus important. C'est pour ça qu'on a réécrit et qu'on a remodifié cet ordre des dialogues. Et pareil ensuite pour les autres personnages, le fait de laisser plus de temps à Omar à un autre moment permettait au contraire non pas de surcharger les informations sur les à côté, mais de rester avec Omar et de pouvoir rester avec son anxiété, de pouvoir rester avec son stress et de pouvoir mieux sentir, de pouvoir mieux faire ressentir justement le fait que ce personnage est mu non pas par des impulsions, mais au contraire par une stagnation. C'est-à-dire que le fait de rester au téléphone avec elle, ne sachant pas que lui dire, c'est ce qui va l'impulser à aller voir Mehdi, à changer dans la pièce. C'est ce qui se passe en fin de séquence. Ce n'est pas juste le fait que Mehdi n'ait pas d'informations à lui donner, c'est le fait que lui-même est incapable au téléphone de pouvoir prendre la situation en main. Et son impuissance, du coup, a pu être mise en avant en bougeant, en remplaçant ce qui s'est passé dans la réalité. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez envie d'interagir un peu. J'aimerais bien justement échanger un peu avec vous parce que c'est, comme je disais, c'est un sujet aussi qui est en cours de réflexion parce que c'est un nouveau genre de film, de ce genre à ce point hybride. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de confronter en fait des ressentis parce que il y a bien évidemment encore aucune position arrêtée, aucune réflexion totalement arrêtée sur tout ce qu'on a pu proposer. Alors, tu as une question ici, à ta droite, regarde, vers moi, à ta droite à toi. Voilà. Oui, très bien. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au sound design. Est-ce que c'est toi qui as une influence directe sur où mettre les bruitages ou alors même c'est toi qui fais les recherches
Par exemple, les tirs, il me semble qu'ils sont beaucoup plus perceptibles dans la deuxième version. Et genre, c'est plein de petits détails comme ça. Est-ce que c'est toi, du coup, qui vas jouer avec les sons et les mettre où tu veux, ce genre de choses? Alors ouais, en montage image, moi je travaille énormément le son parce que justement ça fait partie aussi des outils essentiels justement pour pouvoir raconter l'histoire et de savoir justement. Et c'est là aussi à quel point est-ce qu'on triche avec la réalité ou pas. C'est-à-dire que la question des tirs a été une grande question même au moment du mix. Sur l'appel téléphonique de base, on les entend à peine. C'est-à-dire que c'est des sons qui sont très peu perceptibles parce que les téléphones aujourd'hui, enfin, vous en faites l'expérience souvent. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une rue bondée, la personne à l'autre bout du fil n'entend pas forcément tout ce qui se passe. Donc ça a été une grande question qu'on a déjà beaucoup réfléchi au montage. Et quoi qu'il en soit, au montage, j'utilise énormément le montage son pour soutenir tout ce qu'on va pouvoir raconter. Et ça a été la grande question de est-ce qu'il faut rendre plus intelligible des choses dont on sait qu'elles ont existé, mais qu'on n'entend pas forcément de manière perceptible au téléphone, ou au contraire, est-ce qu'il faut rester dans une écoute la plus honnête possible et donc ne mettre des sons parfois imperceptibles, etc. Le choix qu'on a fait, en fait, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que les moments où on est le plus avec les personnages, on va faire ressortir certains sons. Et les moments où on va écouter de manière un peu plus, on va dire, objective les enregistrements, au contraire, on va laisser l'enregistrement tel quel. Ce qui nous permettait aussi de jouer sur cette idée de perception. C'est-à-dire que notre état émotionnel, la façon dont on va réagir à des événements, influe sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on vit. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un peu ajouté, renforcé les tirs, par exemple, dans cette dernière version, afin d'appuyer ces perceptions-là, d'appuyer en fait soit des éléments de stress, soit des éléments justement où le personnage, lui, se sent en difficulté. Allô? Ok. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Et j'avais une petite question, notamment au sens de renforcer l'impact de l'appel visuellement, étant donné que vous n'avez pas d'image et seulement du son. Vous avez eu l'idée de rajouter les waveforms de l'appel, que je trouve qui fonctionnent franchement assez bien. Est-ce que vous aviez eu d'autres idées comme ça qui n'ont pas potentiellement fonctionner au niveau du montage, et est-ce que vous aviez eu aussi l'idée de laisser plus de blanc entre les paroles, justement pour laisser au cerveau le temps de s'imaginer ce qui pourrait se passer dans ces moments de blanc, en fait, où on ne sait pas ce qui pourrait se passer du côté de la petite fille? Alors, concernant les blancs, oui, effectivement, c'est vrai qu'on voit aussi là, dans la version définitive qu'on a laissé justement l'espace par moment de ne pas enchaîner les dialogues et de ne pas enchaîner les choses pour laisser plus de blanc. Et c'est des choses qu'on a fait tout le long du film, c'est-à-dire se dire que parfois la meilleure façon d'écouter, c'est aussi de ne rien entendre. C'est ce qui force en réalité le spectateur à tendre l'oreille et à vouloir entendre un peu mieux et de concentrer sur le son. L'absence de son nous aide beaucoup là-dessus. Donc effectivement, ça a été un outil qu'on a beaucoup utilisé, le silence. Et concernant l'image, non, en réalité, l'idée des waveforms est venue très 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 rapidement. Et c'est imposé en fait comme assez évidente pour nous en tout cas, parce que c'est quelque chose où moi, vu que je travaille aussi un peu le son, je travaille aussi un peu des effets visuels, etc. L'idée de la waveform, j'ai toujours vu ça un peu comme un électrocardiogramme. Et le fait de représenter, en fait, c'est un peu le premier sentiment que j'ai eu en fait, en écoutant la voix de la petite fille. Je me suis dit, en fait, tant que je vois une waveform, c'est qu'elle est vivante. Parce que tant que je vois une waveform, c'est qu'il y a du son, c'est qu'elle est là. Et donc le pire cauchemar, c'était de voir une waveform plate. Et
c'est un peu avec cette logique-là qu'on est parti et que j'ai proposé cette idée des waveforms et qu'on est parti sur le waveform pour représenter le son. Au-delà du fait que c'est souvent une représentation assez classique du son, mais c'est aussi parce que je trouvais que ça racontait quand même aussi l'idée de l'électrocardiogramme et de l'enjeu qu'avaient ces secouristes de garder une waveform active tout du long. Comme une espèce de massage cardiaque à distance parce qu'il leur était impossible de le faire en direct, quoi. On a une dernière question ici en haut, là. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui aient levé la main. J'ai pas vu. Ali ? En faisant le montage, outre l'aspect de monter un film pour lui donner un rythme et accrocher le spectateur, est-ce que vous avez aussi travaillé ce montage pour que justement la voix que l'on entend, quelque part, soit aussi, fasse vivre la fille à travers ce film? Alors, là, je peux répondre qu'en mon nom. Je ne vais pas répondre au nom de l'équipe du film. La raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est que je trouvais assez beau le fait que, malgré cette mort, le cinéma allait lui donner en fait une vie éternelle. C'est-à-dire que maintenant, cette petite Intrajab va, grâce au cinéma, à travers le cinéma, en fait, va pouvoir vivre potentiellement des décennies, voire des siècles, selon la longévité du film. Et c'était, à mon sens, le meilleur hommage qu'on pouvait lui donner à cette mort tragique et à cette fin de vie tragique. Et la meilleure sépulture, entre guillemets, qu'on pouvait lui donner, c'était de l'immortaliser à travers cet art. Donc moi, c'est un peu la raison pour laquelle, effectivement, j'ai fait ce film. Et c'est les différentes... comment dire, c'est cette boussole qui m'a aussi orienté dans les choix éthiques qu'on a dû faire, c'est-à-dire de se dire comment accepter certaines trahisons de ce qui a été fait. Pour moi, à partir du moment où c'était dans le respect de Hanoud et dans la retranscription de ce qu'elle avait vécu, c'était, à mon sens, des entorses justifiées. J'avais une dernière question. Alors, moi, j'avais une question un peu sur, je vais changer un tout petit peu de focale, même si c'était super intéressant qu'on parle du film. Comme tu as aussi été étudiant, qu'aujourd'hui tu es monteur et que tu es aussi intervenant enseignant, je voulais savoir un peu comment ça s'était passé à la fois ta sortie d'études, comment tu t'étais orienté spécifiquement vers le métier du montage et comment en fait tu t'es retrouvé à travailler sur ce film in fine, et puis si tu avais des conseils pour des jeunes étudiants et étudiantes qui se posent des questions sur comment on peut devenir monteur, monteuse de cinéma, voilà. Alors, bon, déjà, le parcours que j'ai fait après l'école, vu que j'étais assez à l'aise en technique, je me suis dit très rapidement que je préférais passer par l'assistant à montage pour apprendre le montage à travers d'autres monteuses et monteurs. Et de toute façon, ça va rejoindre aussi le conseil que je vais donner, c'est-à-dire qu'en parallèle, j'ai jamais arrêté de monter. J'ai monté beaucoup de courts-métrages, beaucoup de clips. Des choses pas payées, et j'ai essayé de trouver justement du travail d'assistant et de monter hiérarchiquement, on va dire, dans le cinéma de manière classique, tout en montant énormément à côté, même si ça impliquait de travailler des nuits, des week-ends pour compenser justement le fait de cumuler, on va dire, 2 emplois. Même si l'emploi de monteur au moment-là, c'était vraiment sur des tout petits projets, des petites choses, mais c'est en montant, c'est en pratiquant qu'on y arrive, je trouve, et qu'on arrive à être confronté à beaucoup de choses, à beaucoup de situations différentes, à se confronter aussi à vraiment réfléchir à ses émotions, à comment on ressent ses émotions et comment on arrive à les retranscrire, comment on arrive à trouver des idées. Et l'autre chose, c'est de voir des films, en fait, de voir énormément de films, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous donner une culture. Et la dernière question de comment je me suis retrouvé sur ce film, alors ça va rejoindre une phrase en fait que m'avait dit une monteuse il y a très longtemps,
qui m'avait dit bah, tu verras dans ta carrière, tu vas chercher à rencontrer plein de gens, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas. Voilà. Et la personne qui va te donner l'opportunité de travailler, ce sera toujours quelqu'un rencontré au hasard dans la rue. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fait sur ce film, c'est que je suis allé dans un festival de cinéma sans y avoir de film, juste comme ça par envie de regarder des films justement dans un festival, et j'ai croisé un producteur avec qui je me suis entendu et qui m'a proposé le film. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Une petite question, je voudrais revenir au sujet de, comment dirais-je, la problématique que tu soulevais dans ce double montage, parce que tu demandais notre avis. Donc, c'est très intéressant parce que au-delà de la question de la manipulation, etc., moi j'ai peut-être moins de problèmes avec ça. Je pense que le cinéma manipule de toute façon. Donc. Mais c'est très intéressant parce qu'une question de gestion de l'information. Donc tu nous poses une problématique de voilà, il y a des informations. On va les mettre dans un ordre différent de l'ordre dans lequel ces informations sont arrivées en réalité, parce que vis-à-vis du spectateur, on a décidé que le spectateur devait avoir le nom, etc. Mais alors du coup, comme à chaque fois, hein, quand on fait une modification, c'est pas sans conséquence. Est-ce que ça n'impacte pas l'image que l'on peut avoir de ce personnage? Je parle de Omar en l'occurrence. Parce que du coup, on passe d'un personnage qui est immédiatement drivé par le souci de la survie de la gamine, mets-toi à couvert, protège-toi, etc., à un personnage qui commence par lui poser une question, genre comment elle s'appelle. Moi, ça me semble incongru, à titre personnel. Je comprends la notion d'information, mais puisqu'en l'occurrence, cette histoire est connue, donc on rappelle au spectateur qu'il s'agit bien de cette histoire-là. Donc on donne le nom du personnage, il y a aussi une volonté de raccorder avec la connaissance qu'on peut avoir du fait divers. Mais néanmoins, est-ce que, c'est une question ouverte, hein, c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais est-ce que ça ne change pas la perception qu'on peut avoir du personnage, qui pose une question un peu étonnante, comment on t'appelle, alors que sa première réaction de secouriste, encore une fois, elle n'appelle pas les PTT, quoi, je veux dire, elle appelle un secouriste, il devrait avoir pour premier réflexe, et il l'a dans la réalité, de lui dire mets-toi à couvert, et là, vous lui avez retiré ce professionnalisme. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis de toute façon. Et c'est vrai que ça pose en fait plus globalement la question de effectivement quelle place on va raconter et quelle place on veut donner au personnage dans le film en fait. C'est-à-dire de manière plus globale, le rôle qu'on a voulu donner à Omar dans le film, c'était pas le rôle du secouriste. C'est-à-dire que le rôle du secouriste, on va le voir dans la suite du film, on l'a plus donné à Rana. C'est-à-dire que, étrangement, c'est un peu ces idées du cinéma. C'est-à-dire que pour remettre le film dans de la fiction, il a fallu donner un arc à chaque personnage. Si chaque personnage avait à peu près la même place, c'est vrai qu'il était dur de les différencier, il était dur de leur donner comment dire, une spécificité pour le spectateur et un tempérament, on va dire, plus distinct et plus individuel. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a fait le choix de réduire le côté secouriste de Omar pour lui donner un côté plus locomotive, pour en fait insister sur ce côté locomotive, sur ce côté où ça va être celui qui va toujours vouloir faire avancer les choses, qui va toujours vouloir en réalité non pas avoir le réflexe professionnel, hein, mais avoir plutôt le réflexe de vouloir aller plus vite, de vouloir faire les choses, que les choses avancent. C'est ce qu'on va voir ensuite en fait, dans la suite du film. C'est pour ça qu'il va voir Mehdi, par exemple, à la fin de la séquence. C'est parce que lui ne supporte pas le fait que Mehdi passe par les voies hiérarchiques pour appeler les secouristes et les envoyer, mais va lui dire mais on a le numéro des secouristes, on va les appeler nous et on va leur dire d'y aller. Et c'est certaines simplifications qui ont été faites d'un côté afin d'étoffer une autre partie. Donc effectivement, comme tu dis, c'est toujours une histoire de balance et la question a été vraiment de qu'est-ce qu'on veut raconter avec ce personnage et donc du coup qu'est-ce qu'on accepte de perdre sur sa caractérisation
pour pouvoir renforcer d'autres de ces aspects. Bravo, merci beaucoup pour ce partage, Maxime. Comme d'habitude, tu fais mouche. Merci beaucoup d'avoir partagé.